le lien entre la cellule chlorophyllienne et le dioxyde de carbone, l'autre gaz, avec la question qui est la suivante: comment se caractérise le transfert de dioxyde de carbone entre une cellule chlorophyllienne et son environnement? De même, on a utilisé cette fois-ci une notion de dioxyde de carbone pour constater qu'à la lumière, le taux de dioxyde de carbone chute. Cela signifie que les végétaux absorbent ce dioxyde de carbone lors du phénomène de la photosynthèse. À l'obscurité, le taux augmente très légèrement. Il n'y a plus de photosynthèse, il y a le phénomène de respiration, mais dès que l'on replace les plantes à la lumière, le phénomène de photosynthèse a à nouveau lieu et le taux de CO2 diminue dans le milieu, parce que le dioxyde de carbone est absorbé par les végétaux. Donc, par rapport au dioxygène, on peut dire que les transferts de dioxyde de carbone sont inverses selon les conditions d'éclairement. Ils traduisent à la lumière la photosynthèse et à l'obscurité la respiration cellulaire. Comme nous l'avons fait pour les cellules non chlorophylliennes, on peut réaliser un schéma fonctionnel des cellules chlorophylliennes. Ce schéma est un petit peu plus complexe puisqu'il rentre en jeu le phénomène de la photosynthèse. Donc toujours une cellule, cette fois-ci la différence c'est qu'elle est chlorophyllienne. Le milieu à l'intérieur de la cellule s'appelle toujours le milieu intracellulaire, celui à l'extérieur c'est toujours le milieu extracellulaire, mais ce qui change c'est que la source de matière et d'énergie pour une cellule chlorophyllienne est totalement différente d'une cellule non chlorophyllienne. Pour une cellule chlorophyllienne, la source de matière et d'énergie, c'était la même chose, c'est-à-dire les molécules organiques. Dans le cas d'une cellule chlorophyllienne, la source de matière et la source d'énergie sont distinctes. Quelle est la source de matière? Eh bien, les molécules minérales. Quelle est la source d'énergie? Eh bien, la lumière. Donc, molécules minérales et lumière sont les sources de matière et d'énergie. Plus précisément, dans la source de matière, ce sera ce que l'on a constaté lors de l'expérience avec les ballons que l'on a vu tout à l'heure, c'est le dioxyde de carbone qui va nous intéresser. Ce dioxyde de carbone rentre dans la cellule et va permettre la synthèse de molécules organiques. Donc on parle de matière minérale et on est capable de synthétiser de la matière organique. Le déchet produit lors de cette synthèse, c'est le dioxygène qui va être libéré dans le milieu extracellulaire. L'ensemble de ce phénomène s'appelle la photosynthèse, qui a pour but de produire de la matière. Cependant, à partir de là, on retrouve le même mécanisme que nous avions vu dans le cas de la cellule non chlorophyllienne. En dehors de la production de matière, la production d'énergie se fera de la même façon que pour la cellule non chlorophylllienne, c'est-à-dire qu'une partie des molécules organiques synthétisées va partir dans un autre compartiment qui est la mitochondrie. Dans la mitochondrie, il va pouvoir y avoir dégradation de matière organique à l'aide de la présence de dioxygène. Le gaz déchet qui est produit, c'est le dioxyde de carbone qui va être libéré dans le milieu extracellulaire. Ce phénomène, c'est ce que l'on a vu, la respiration cellulaire. Et le but de cette respiration cellulaire, c'est donc de produire de l'énergie. Production de matière et d'énergie, c'est toujours ce que l'on appelle l'activité cellulaire. Mais qu'est-ce qui contrôle cette activité cellulaire? C'est ce que l'on a vu lors du TP6, dont je vous invite à consulter les polycopiés de correction dans la partie polycopiés de seconde du site. Nous allons résumer cela en traitant d'abord du maintien des caractéristiques d'une cellule au cours des divisions dans ce petit a, avec la question qui est comment est-ce qu'évoluent les caractéristiques d'une cellule au cours des divisions successives. Eh bien, on constate que au cours des divisions successives d'une cellule, l'information génétique de la cellule, tout d'abord, mais également ses caractéristiques structurales et fonctionnelles sont intégralement conservées. C'est-à-dire qu'au cours des divisions d'une cellule, il y a conservation de l'information génétique, des caractéristiques structurelles, c'est-à-dire de la forme, de la structure des cellules, et des caractéristiques fonctionnelles de la cellule. On a constaté une chose, c'est qu'une cellule différenciée, c'est-à-dire une cellule spécialisée, telle que par exemple un neurone, une cellule musculaire, eh bien si on analyse son contenu
génétique, eh bien, l'intégralité de l'information génétique caractéristique de l'espèce est à l'intérieur de la cellule différenciée. Et cette information est identique à celle de la cellule E dont est issue la cellule différenciée. Mais quelle est l'origine du contrôle maintenant de l'activité cellulaire? Donc, la question que l'on se pose, c'est quelles observations peuvent soutenir l'idée que l'activité cellulaire dépend de l'information génétique? Alors, on constate que les organismes vivants tels que les levures sont différents génétiquement. En effet, alors pour faire tout ça, il fallait faire un devoir maison, donc je vous demande de vous y référer lorsque vous visionnez ce diaporama. En effet, lorsque l'on met en culture des souches distinctes de levure, on constate que certaines métabolisent mieux le saccharose, alors que d'autres métabolisent mieux d'autres types de sucre, de glucides. Et donc, lorsque l'on ne met que du saccharose pour différents types de levures, on constate que certaines levures se développent mieux que d'autres. D'accord? Ça veut dire quoi métaboliser? C'est-à-dire être capable d'utiliser un substrat organique, entre autres un sucre, pour subvenir à ses besoins en matière et en énergie. Et ça, métaboliser, c'est ce qu'on a vu précédemment en utilisant les termes de métabolisme hétérotrophe et autotrophe. Donc en somme, on peut dire que le métabolisme et la croissance des levures sont sous le contrôle de l'information génétique. Où est localisée l'information génétique? C'est ça la question que l'on se pose, et également sous quelle forme existe l'information génétique. Pour cela, il fallait faire d'autres exercices du livre durant un devoir maison, et on constate que l'information génétique, mais ça vous le saviez déjà à l'issue de la classe de 3e, cette information génétique est portée par les chromosomes qui sont dans le noyau des cellules. En conclusion, ce schéma, où on constate que où on distingue les organismes unicellulaires des organismes pluricellulaires. Donc un organisme unicellulaire, par exemple une levure, puisqu'on a un noyau, donc c'est un organisme caryote, dans le cas présent, eh bien ce noyau contient l'information génétique. L'organisme unicellulaire va se diviser, et on constate qu'il y a transmission intégrale de l'information génétique lors de cette division, et en conséquence, on a un maintien des caractéristiques structurales et fonctionnelles, donc nos cellules filles sont parfaitement identiques à la cellule mère, dans le cas d'un organisme unicellulaire. Dans le cas d'un organisme pluricellulaire, c'est un petit peu différent. La première cellule de tout organisme pluricellulaire, c'est ce que l'on appelle la cellule œuf. Cette cellule œuf possède un noyau qui contient l'information génétique. Et lorsque cette cellule œuf va se diviser, il va y avoir transmission intégrale de l'information génétique. Cependant, au fur et à mesure du développement de l'individu, eh bien, il va y avoir une spécialisation des cellules dans le cas d'un organisme pluricellulaire. Les cellules vont se différencier, vont se spécialiser. On va avoir des cellules de neurones, on va avoir des cellules musculaires, on va avoir des cellules de foie, qu'on appelle les cellules hépatiques, on va avoir des cellules de type hématie, les globules rouges, des leucocytes, des lymphocytes, enfin plein de catégories de cellules qui sont spécialisées dans un domaine. Et pour autant, eh bien, toutes ces cellules contiennent la même information génétique que la cellule œuf dont toutes ces cellules sont issues. Donc, en bilan de ce grand 2, ce qu'il faut retenir, c'est que les cellules font l'unité et la diversité du vivant. Les cellules sont les unités structurelles et fonctionnelles de tous les êtres vivants. En somme, l'unité de vie, l'unité de base de la vie, c'est la cellule. C'est la brique de base de tous les êtres vivants. Si un organisme n'a pas de cellules, c'est-à-dire un organisme qui ne contient aucune cellule, on ne peut pas considérer que c'est un organisme qui est vivant. Toutes les cellules sont limitées par une membrane plasmique. Ça, c'est commun à toutes les cellules, qu'elles soient prokaryotes, eucaryotes, eucaryotes animales, eucaryotes végétales. Toutes ont une membrane plasmique. Cette membrane plasmique va définir un compartiment intérieur, qu'on appelle le compartiment intracellulaire. Dans le compartiment intracellulaire, il y aura le métabolisme cellulaire. L'hétérotrophie et l'autotrophie sont deux grandes catégories de métabolisme. Les activités fondamentales des cellules telles que le métabolisme et la division sont sous le contrôle de ce qu'il y a au centre du noyau, enfin au centre, à l'intérieur du noyau, c'est l'information génétique. Dans le cas des cellules eucaryotes, puisque dans le cas des cellules prokaryotes, l'information génétique est au sein même du cytoplasme. Où se trouve ce matériel génétique? Eh bien, dans un ou plusieurs chromosomes.